16h30 à la sortie d'un collège de la banlieue parisienne. Ici, c'est chacun son look. Il y a les adeptes du jean branché façon nouvelle star, du pantalon tombant façon skater, ou du gilet à capuche pour les rappeurs. Et parmi toutes ces tendances, il y a une marque qu'on ne peut pas rater, c'est Quiksilver. Un peu plus de la moitié de la classe qui porte du Quiksilver. Ah ouais, carrément. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le look, d'abord, le look surfeur. Mais qui surfe ici ? Personne. De la vague au bitume. C'est l'incroyable destinée de ces marques de surf nées sur la plage et qui ont conquis la rue. Billabong, O'Neill, Rip Curl, des sociétés il en existe des dizaines. Mais le leader du business des vêtements surf, c'est Quiksilver. C'est l'incroyable saga d'une petite marque créée il y a 30 ans par des surfeurs et qui est devenue le 5e fabricant de vêtements de sport au monde, juste derrière Nike, Adidas, Asics et Reebok. Quiksilver, c'est surtout l'histoire d'un drôle de pari. Vendre aux adolescents du monde entier les vêtements d'un sport qui ne sont pourtant que quelques-uns à pratiquer. Pour comprendre comment cette histoire est née, à une centaine de kilomètres de Melbourne. Bienvenue à Torquay, une petite bourgade bien tranquille d'à peine 10 000 habitants. Ce qui fait la fierté de la région, ce sont les vagues. On vient de tout le pays, été comme hiver, pour surfer dans les eaux de Tasmanie, et ce, dès le plus jeune âge. Torquay, c'est la Mecque du surf en Australie. Un musée est même entièrement dédié à cette discipline. C'est un passage obligé pour tous les écoliers de la région. Cela fait partie de leur scolarité. Ils doivent savoir comment se forme une vague. Et même connaître les grands champions de l'histoire du surf. Le conservateur de ce musée, c'est Bob Smith. Pour lui, comme pour tous les habitants, le surf est une deuxième nature. Regardez ici, c'est l'un des meilleurs endroits pour faire du surf. C'est la côte de Torquay. On vient de partout dans le monde pour surfer dans ces vagues. Ça fait partie de notre culture. Tout ici s'est développé autour de la mer et c'est pour ça que le surf est si important. Au début des années 60, Bob a vu naître les premiers fabricants de planches dans la région. Regardez sur cette vieille photo. C'est un des premiers ateliers de fabrication de planches de surf. Cet atelier était basé ici, dans une petite rue de Torquay. C'est dans cette petite fabrique de planches de surf que travaille à l'époque un certain Alan Green. Alan Green est un jeune étudiant en histoire de l'art, mais il est surtout passionné de surf. Tout son temps libre, il le passe dans l'eau. Mais à cette époque, Alan a un problème qui le gêne pour pratiquer son sport favori. Son short. Car à la fin des années 60, le short de surf, c'est un gros morceau de toile tenu par un simple cordon qu'on risque de perdre dès la première grosse vague. En 1969, Alan Green, plutôt doué de ses mains, va imaginer un short plus résistant, une ceinture renforcée, des boutons pression, un velcro à la place de la fermeture éclair, et de petites fentes sur les côtés pour permettre au surfeur de se plier sur sa planche. Pour le profane, cela peut paraître des détails, mais pour un surfeur, ça change tout. Pour distribuer son short, Alan Green crée sa propre marque, Quiksilver. Ce short de surf a été le premier créé spécialement pour les surfeurs. Je me souviens, la coupe était fantastique. Il était en coton, il avait des velcro, facile à enlever. C'est le début de l'histoire. Pendant quelques années, Alan va lui-même fabriquer son short à quelques centaines d'exemplaires. De quoi lui payer ses planches de surf. Et c'est une rencontre avec un surfeur de légende qui va bouleverser la destinée du short de la petite marque de Torquay. Nous sommes en avril 1974. Comme chaque année, Torquay organise une compétition internationale de surf. Cette année-là, les organisateurs ont décidé d'inviter la star du moment, l'Américain Jeff Ackman.
Il avait gagné toutes les compétitions de Hawaï. Tout le monde le connaissait, il avait un style incomparable et il n'avait pas peur des grosses vagues. Au début des années 70, Ackman est au surf ce que Pelé est au football. Une véritable légende. À 17 ans, il fait les gros titres de la presse internationale en remportant la première compétition mondiale de surf. Ses prouesses dans les vagues sont déjà retransmises sur les grandes chaînes américaines. Sourire ravageur et corps d'athlète, Jeff Ackman est le premier à incarner le mythe du surfeur moderne. C'est lui qui va faire connaître Quicksilver à travers le monde. Cheveux blancs et lunettes noires, nous avons retrouvé Jeff Ackman. À bientôt 60 ans, sa popularité n'a pas pris une ride auprès des jeunes surfeurs. Il vit aujourd'hui sur la côte basque, à Anglette, près de Biarritz. 30 ans après, il se souvient dans les moindres détails de cette compétition en Australie. Habituellement en Australie, les eaux sont froides, donc on avait l'habitude d'utiliser des combinaisons. Mais cette année-là, il faisait plutôt bon, et on a pu surfer en short. Mais ce jour-là, Jeff a oublié son short. Il demande donc à un copain australien de le dépanner. Et voilà le short qu'il lui prête. C'est celui d'Alan Green, un Quicksilver. Pour Jeff, c'est une véritable révélation. Quand je l'ai essayé, j'ai été emballé tout de suite. D'ailleurs, je ne l'ai jamais rendu, je l'ai volé. Ackman ne rendra jamais le short que son ami lui a prêté. Il sait qu'il tient là un produit révolutionnaire, un short qui lui permettra peut-être de gagner de l'argent. Car Ackman a beau être une star du surf, il a du mal à vivre de son sport. Alors il a une idée. Il va proposer à Alan Green d'aller le vendre aux États-Unis. Problème, Alan Green n'a pas envie de se lancer dans un gros business. Ackman va devoir payer de sa personne pour le convaincre. J'organisais un dîner et là j'ai dit à Alan, qu'est-ce que je peux faire pour te montrer que je suis vraiment motivé ? Là par exemple, si je mange toute la nappe en papier, tu seras convaincu ? Oh, il m'a dit, il faut voir. Alors là, j'ai commencé à manger la nappe en papier. Il n'en croyait pas ses yeux. Il m'a pris pour un fou. Et il m'a dit, OK Jeff, c'est un bon début. On signe le contrat. Ackman en short rouge a convaincu Alan Green de fabriquer et vendre le short Quicksilver aux États-Unis. Octobre 1975, il retourne donc chez lui en Californie. Sans aucune expérience du business, le surfeur va devoir maintenant vendre des shorts. Le moment est idéal. Une nouvelle culture est en train de bouleverser les États-Unis. Depuis la fin des années 60, un vent de contestation souffle sur les États-Unis. Un mouvement né en réaction à la guerre au Vietnam et ses atrocités. Une partie de la jeunesse américaine n'aura plus qu'un seul objectif, changer le monde. Les hippies débarquent et bousculent les conventions. Cheveux longs, musique, drogue. L'époque est à l'expérimentation. Un sport va répondre à ces nouvelles aspirations. C'est le surf. La vague, les sensations fortes, l'absence de règles, le surf devient le passe-temps favori de toute une génération. Jeff Ackman et Quicksilver vont lui vendre des shorts. Mais le commerce, Ackman, c'est pas son truc. Il appelle alors à l'aide d'un vieux pote de surf, Bob McKnight, en t-shirt bleu sur cette photo. Bob termine un MBA de commerce. Il a déjà le sens des affaires. Mais surtout, son père a de l'argent. Il leur financera un petit hangar à Newport, près de Los Angeles. Sur ce film, on voit Ackman faire la visite de sa petite société. Les affaires marchent plutôt bien car Ackman est le surfeur le plus populaire des États-Unis. Et ça, c'est le meilleur argument commercial. C'est vrai que ça nous a aidés. Quand j'allais vendre mes shorts, les gens me reconnaissaient. Du coup, je leur disais, j'ai un nouveau short à vous faire essayer. Ils me répondaient, OK Jeff, passe-le nous, on va le mettre en rayon. Et le succès était immédiat. Et là, ils me rappelaient pour savoir s'il ne m'en restait pas d'autres. Et je leur disais, non, là, il n'y en a plus. Les Californiens vont s'arracher ce short révolutionnaire vendu par un surfeur de légende. Sur les plages, impossible de le rater. Il est le plus souvent bicolore et quand il est uni, la taille est soulignée par un V.
Quicksilver commence à faire aussi des t-shirts. À cette époque, la côte ouest, c'est 15 millions d'habitants totalement convertis à la mode surf. Du coup, la marque décolle. Au début de l'année 77, Quicksilver réalise un chiffre d'affaires de 60 000 $. 4 ans plus tard, elle dépasse déjà les 10 millions de $. Ackman n'a plus qu'à passer à la caisse. Vous voulez savoir exactement combien? Il coûtait 4 $ à fabriquer. On le vendait 8 $ aux grossistes, ils étaient mis en vente 16 $ en boutique. Ça doublait à chaque fois. Pour Jeff et ses associés, c'est le début de la fortune. À 28 ans, il décide d'arrêter le surf pour se consacrer entièrement à la marque. Voiture de luxe, fête somptueuse, Jeff s'est assuré une jolie reconversion. Et pourtant, en 1983, l'histoire d'amour entre Ackman et Quicksilver vire au cauchemar. Pour simplifier, j'ai eu de gros pépins avec la drogue. Ackman et la drogue. Une sale histoire dont il a encore bien du mal à parler et que Quicksilver aimerait bien oublier aujourd'hui. Marijuana à 16 ans, cocaïne à 20 ans, héroïne à 25, l'emblème de la marque a grandi avec la drogue. Pour assouvir sa consommation, il prend tous les risques, jusqu'à dissimuler des kilos de cannabis qu'il va chercher au Mexique dans des planches de surf dont il fait la publicité. Au début des années 80, ce n'est plus qu'un zombie malade et totalement ruiné qui échange ses actions Quicksilver contre de la cocaïne. Un sujet sur lequel il ne s'est vraiment confié qu'une seule fois sur un documentaire de la BBC. Je dépensais tout mon argent. Je n'allais plus au bureau, j'avais perdu toutes mes capacités. Je ne sais pas si vous imaginez les dégâts que ça peut faire. Mais tous les jours, c'est pareil. Il faut trouver de l'argent pour pouvoir se shooter toute la journée. En 83, Ackman est totalement accro. Bob McKnight, son associé, est contraint de le virer. J'étais patron de Quicksilver aux États-Unis. Et 4 ans plus tard, j'en étais réduit à chercher un boulot de simple vendeur dans un magasin. Et pourtant, 1 an plus tard, Quicksilver croisera à nouveau la route d'Ackman, toujours à Torquay, sur cette même petite plage d'Australie. Jeff tente de décrocher de la drogue. Il fait son comeback dans la compétition de surf en vétéran. Lors d'un déplacement à Torquay, il croise un vieux pote, Harry Hodge. Comme on le voit sur cette photo, ils ont souvent fait la fête ensemble. Harry est à l'époque journaliste, mais ça ne marche pas fort. Lui aussi rêve d'une reconversion dorée. Il fait une proposition à Jeff Ackman, créer une filiale de Quicksilver en Europe. Un projet apparemment complètement fou. On avait pas mal de choses contre nous. En France, le marché du surf business n'existait pratiquement pas. Moi, je n'avais pas laissé un très bon souvenir. Et Harry était loin d'être le meilleur commercial du monde. Ackman est indésirable chez Quicksilver aux États-Unis, mais il ne touche plus à la drogue. Le fondateur Alan Green va accepter de donner à son ami une deuxième chance. Et cette fois, il n'aura pas à le regretter. C'est en France, à Biarritz, à des milliers de kilomètres de l'Australie, que débarquent Jeff Ackman et Harry Hodge. Nous sommes en août 84 et l'été se termine doucement. S'ils ont choisi la côte basque, c'est qu'à l'époque déjà les vagues y sont réputées et une petite communauté de surfeurs est en train de se former. Ackman et Hodge ne parlent pas français et ils doivent vendre des shorts dans un pays où il ne fait beau que 3 mois de l'année. Jeff se demande vraiment ce qu'il est venu faire en France. On a été au Salon Nautique à Paris. On est arrivé avec nos t-shirts, nos shorts de surf. Il faisait -6 dehors et il neigeait. Et là, on s'est dit, ça va pas être facile. Gibus de Soultray est né et a grandi sur la côte basque. Passionné de surf, il a créé en 1986 le premier magazine de surf. Il se souvient de sa première rencontre avec Ackman et Hodge à Biarritz.
Voilà. Non, je pense. Mon ami et cofondateur Pierre-Bernard Gascogne, il est allé voir Jeff Hackman et Harry Hodge. Il leur a dit bah voilà, on crée un surf session, jouer le jeu. Et puis eux, ils ont joué le jeu et ils ont passé une publicité. Et je me rappelle, ils ont fait une photo pour cela. Cette photo, elle a été prise à Biarritz, à la côte des Basques. C'est la première publicité de Quicksilver en France. Une photo bricolée, réalisée avec peu de moyens. Car les 2 premières années sont très difficiles pour la jeune entreprise. Hackman a bien du mal à vendre son short dans un pays où l'on ne pratique pas le surf. C'est grâce à une autre discipline dérivée du surf que Jeff Hackman et Harry Hodge vont enfin pouvoir lancer leur marque en France. Grâce à la planche à voile, un véritable phénomène au milieu des années 80. Une aubaine pour Quicksilver qui va s'engouffrer dans cette mode pour vendre des shorts et des t-shirts. Le sport qui était porteur à ce moment-là, c'était le windsurf. La planche à voile explosait et les marques de glisse, comme Quicksilver, comme Rip Curl, étaient portées par le phénomène du windsurf. Mais en France, la planche à voile, ça ne marche que 3 mois, le temps des vacances d'été. Comment faire vivre la jeune société toute l'année ? C'est en se rendant dans une station de ski des Pyrénées, à une centaine de kilomètres de Biarritz, que Jeff va avoir une idée de génie. Un jour on skiait et j'ai dit à Harry, regarde, les combinaisons, elles sont toutes sombres, c'est triste. Si on mettait les couleurs de nos shorts sur ces vêtements, on pourrait développer une gamme de produits spécifiques comme on a fait avec notre short. Et là on s'est dit, évidemment. Mettre les couleurs vives des shorts de surf sur les combinaisons de ski, personne n'y avait encore pensé avant lui. Il y a du vert, du rose, du jaune, de l'orange qui brise avec le côté très terne des sports d'hiver où on en était encore un peu au fuseau et à la norac bleu marine. Des combinaisons flashy que vont s'approprier une nouvelle communauté de jeunes skieurs, les snowboarders. Après avoir révolutionné la mode à la plage, Quicksilver va bouleverser les looks à la montagne. Des shorts et des t-shirts l'été, des blousons et des combinaisons de ski d'hiver, Jeff Hackman et Harry Hodge ont posé la première pierre de leur success story en Europe. Alan Green décide de miser sur la France et finance la construction d'une usine. Au début des années 90, Quicksilver est déjà une PME qui emploie une centaine de salariés. Basée à Saint-Jean-de-Luz, un tiers de la production est réalisée sur place, comme l'impression des t-shirts. Les blousons, les combinaisons et les shorts sont eux fabriqués au Portugal et au Maroc. 5 ans seulement après leur installation sur la côte basque, la petite équipe réalise déjà un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Mais Quicksilver n'est pas seul sur le marché et d'autres marques comme Rip Curl ou Billabong essaient de profiter eux aussi de l'engouement pour les sports de glisse. Pour se faire connaître, toutes ces marques ont la même stratégie, sponsoriser un champion de surf. Mais là, Quicksilver va avoir un énorme coup de chance. C'est Kelly Slater. En 1990, ce jeune Américain de 17 ans n'est encore qu'un espoir du surf mondial. Mais Quicksilver va tout miser sur ce surfeur à la gueule d'ange. Ils lui font signer un contrat d'exclusivité d'1 million de dollars, du jamais vu dans l'histoire du surf. Mais au final, une excellente affaire. 2 ans seulement après avoir paraphé son contrat, Slater devient champion du monde. Il le sera à 7 reprises. Il fait déjà la renommée de la marque sur les vagues, mais il va bientôt conquérir la planète. C'est grâce à une série télé, Alerte à Malibu, l'histoire de sauveteurs en mer, avec dans les rôles principaux David Hasselhoff et un certain Kelly Slater. Slater dans la série, c'est Jimmy Sled, un jeune surfeur surdoué qui joue de la planche pour impressionner les filles. Les aventures de Jimmy Sled vont être diffusées dans plus de 150 pays. Pour les concurrents, le choc est rude. François Payot est l'un des fondateurs de Rip Curl, une autre grande marque de vêtements de surf. Il admet qu'avec Kelly Slater, son concurrent a fait un joli coup. Il faut reconnaître que Kelly Slater joue dans Baywatch
Alerta Malibu, qui en fait, si vous voulez, qui le fait passer d'un statut de sportif reconnu par certains groupuscules à effectivement quelqu'un qui passe dans les masses médias et qui devient reconnu par tout le monde. La série, elle a commencé à être diffusée en Californie, après en Europe, après en Australie. En fait, ils voulaient plus en entendre parler, mais elle le poursuivait. Encore plus fort, Quicksilver a imposé aux producteurs de la série que Kelly Slater, sous contrat avec la marque, apparaisse toujours avec sa combinaison. Une publicité planétaire, sans débourser le moindre dollar. Surtout quand j'aurai remporté le championnat de surf auquel je viens de m'inscrire grâce à tes copains. Divine surprise pour la marque, leur poulain tombe amoureux de l'une des héroïnes de la série, la plantureuse Pamela Anderson. L'idylle entre Slater et Anderson fera la une des journaux People. C'est tout bénef pour Quicksilver, qui va profiter à fond de l'effet Alerta Malibu et décliner toute une gamme de produits autour de sa nouvelle tête de gondole. Avec Kelly Slater, Quicksilver va multiplier ses revenus par 5 entre 90 et 95. Entre-temps, la France est devenue un lieu stratégique pour la marque. Le siège européen à Biarritz rapporte la moitié des recettes du groupe dans le monde. C'est dans ses bureaux qu'Harry Hodge vient annoncer en 1996 les excellents résultats de la société. La vente, c'était la croissance de 40% en France, qui est bien, et en Europe, c'est 40% aussi. 40% d'augmentation en un an. C'est énorme. Et pourtant, à cette table, il y a une personne qui est persuadée que Quicksilver peut faire beaucoup mieux. C'est l'homme en noir à la droite d'Harry Hodge. Il s'appelle Bernard Mariette. Il vient d'être embauché pour renforcer le marketing en Europe. Mariette, ce n'est pas un surfeur, mais un expert de la grande consommation formé chez L'Oréal. Sa mission s'annonce délicate. Quand il a été embauché, on lui a demandé forcément de développer l'entreprise, mais on lui a demandé aussi de respecter l'entreprise et ses racines et son état d'esprit. Et donc, il ne pouvait pas arriver, il venait de chez L'Oréal avec juste les recettes de L'Oréal. Il fallait qu'il comprenne aussi comment était composée cette entreprise. Mariette va conquérir une clientèle jusque-là totalement oubliée du monde du surf. Les femmes. Ces dames ne sont pas insensibles au charme de ces champions tout en muscles. Et ça n'a pas échappé à Mariette. Pour elle, il va créer Roxy, la première marque de vêtements de surf pour femmes. Au départ, toutes les marques de surf s'adressent uniquement à un public d'hommes, puisqu'il y a très peu de femmes qui surfent. Quicksilver est le premier qui va tenter l'aventure effectivement du surf pour femmes, ce qui nous paraît être à ce moment-là une erreur, et les débuts sont très difficiles, mais on va dire qui est une excellente idée. Et bon, le marché féminin, c'est la poule aux œufs d'or, parce qu'on sait bien que le taux de renouvellement des vêtements chez les femmes est multiplié par 3 ou par 4 par rapport aux hommes. C'est le jackpot pour Quicksilver. Le chiffre d'affaires s'envole. De 100 millions d'euros en 1993, il passe à 700 millions en 2000. Roxy, c'est aujourd'hui plus de 30% des revenus du groupe. Avec cette marque pour femmes, Bernard Mariette a marqué son territoire. Il est nommé numéro 2 mondial. Pour les anciens comme Harry Hodge et Jeff Ackman, le business est devenu beaucoup trop gros. Il décide de passer la main. Je vais être honnête, le business devenait trop gros pour moi. Et j'ai pris la décision de passer plus de temps à Hawaï. De passer 3 mois là-bas, 3 mois ici, 3 mois là-bas, 3 mois ici. Ackman en semi-retraite, Mariette a maintenant les mains libres. Il va pouvoir mettre la deuxième étape de son plan à exécution. Imposer Quicksilver dans les grandes villes. Pour ça, il va s'associer avec une marque de voiture. Impensable pour les anciens de la société. En interne, crime de lèse-majesté, quoi? T'as tout, tu mets le surf avec le moteur, il se fait flinguer. Et il leur dit, écoutez, on va y aller, et là, notre force, c'est qu'on va imposer à Peugeot, qui peut nous payer des spots publicitaires et des pages de pub, mais on va leur imposer que le message ne soit pas un message de voiture, mais un message glisse.
Et voilà ce que ça donne. Beaucoup d'images de surf et peu d'images de voitures. Le spot est diffusé en prime time sur les grandes chaînes. La marque se fait connaître dans tout le pays, et là encore, sans débourser le moindre centime. Prêtez 506 Quicksilver. Eh oui, c'est toujours nous. Quicksilver aujourd'hui, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un géant du textile coté en bourse qui vend des chaussures, des lunettes et même des jeans. Les planches et les shorts de surf font dorénavant partie du décor. Les concurrents de Quicksilver sont désormais Gap ou Diesel. Comme eux, la marque délocalise sa production en Asie. Le manager de ce magasin trouve même une justification dans le surf. C'est aussi une manière de redonner à ces pays où la pratique du surf est assez intensive, Indonésie, Philippines, Maroc aussi, quelque part du travail, puisque nous on profite bien volontiers de leurs vagues et de leur douceur, de la douceur de vivre dans ces pays-là. Bienvenue dans la World Company. Il semble bien loin le temps des fondateurs et de leurs shorts révolutionnaires. Alan Green vit toujours à Torquay et coule une retraite dorée. Il y a 3 ans, il a vendu ses actions pour 98 millions d'euros. Il continue bien sûr de surfer. Quant à Jeff Ackman, toujours salarié de Quicksilver, il continue de chercher la vague parfaite, quelque part entre Hawaï et Bali.